commencer, parce que moi j'ai 21h, donc bon, on va commencer et puis les autres peuvent rejoindre en cours de route, il n'y a pas de souci. Alors du coup, merci d'être là ce soir. Je suis super contente d'être là avec vous et puis de faire ce premier live parce que la sororité RH, ça fait un petit moment que ça existe maintenant, vu que ça existe depuis mai 2019. J'ai fondé le groupe, le démarrage de la sororité. Donc c'est un groupe Facebook que j'ai créé en mai 2019 suite à un constat qu'on n'avait pas de groupe RH dédié aux femmes en fait. Et donc c'était un peu une bouteille à la mer que j'avais lancée au départ. Est-ce que ça vous dit? On crée un groupe dédié aux femmes, un groupe non mixte. Et en fait, ça a bien plu, l'idée a plu, ça a marché. Et puis au final, aujourd'hui dans le groupe, je crois qu'on est un peu plus de 1600 là, donc c'est super bien. C'est que vraiment il y avait un intérêt à faire un groupe entre femmes. Oui, alors oui, il y aura donc Marie, il y aura un replay. Ouais, je le disais tout à l'heure, je proposerai un replay. Bon, vous répondez. Oui, Mélodie, t'as répondu. Ok, super. Bonsoir Manon. Du coup, donc, de quoi on va parler ce soir? Donc, trouver sa place dans son poste en RH. C'est un peu le sujet qui, moi, m'a animée pendant plusieurs années, qui continue à me passionner, et c'est un sujet que je trouve qu'on n'évoque pas en fait dans le milieu des RH. Si j'avais créé la sororité aussi, c'était pour pouvoir évoquer des sujets qui sont RH, mais pas RH techniques, parce que je vois souvent 95% des postes que je vois passer sur tout ce qui est RH, c'est des postes techniques qui sont super intéressants, mais moi ce qui m'a aussi toujours intéressé, c'était cette place si particulière qu'on a au sein de l'entreprise et comment on peut gérer, parce que c'est un poste qui peut être facilement de stress, de mal-être, donc et pour autant c'est un poste qui peut être aussi hyper intéressant, hyper enrichissant, un poste qui est vraiment un métier passion. Et donc moi c'est tous ces sujets-là qui m'intéressaient, c'est de ça que je vous propose de discuter un peu ce soir. Je regarde en même temps que vous êtes en train d'arriver, super, bonsoir Julie. Donc, je ne sais pas si vous avez pris le PowerPoint à côté que je vous ai envoyé dans le mail. Moi, je l'ai à côté de moi, c'est pour ça que je tournais un peu la tête, et j'ai mes notes en dessous de moi, donc de temps en temps, je baisserai un peu les yeux aussi pour suivre un peu où est-ce que j'en suis. Donc, je vais faire un petit point rapide sur qui je suis, c'est quoi la sororité RH, c'est quoi le but, voilà, comment ça marche, etc. Ensuite, on va décomposer le plan, donc 3 étapes pour repenser sa place dans son poste de RH. Et ensuite, à la fin, je vous proposerai d'aller plus loin ensemble en vous détaillant un peu ce que j'ai imaginé. Et puis après, ce sera le moment où vous pourrez me poser vos questions, vous pourrez donner un peu, me dire un peu ce que vous en pensez, etc. Donc voilà comment ça va se dérouler. On est là pour à peu près 1 heure, un peu plus peut-être. Je vais voir si on déborde ou pas. Moi j'ai le temps en tout cas. Après, vous partez quand vous voulez, il y a aucun souci. Bonsoir Manon, donc je vois les gens arriver au fur et à mesure. Alors, donc la sororité RH, c'est quoi? C'est la première communauté des femmes RH, comme vous l'expliquais. Donc c'était parti d'un groupe Facebook que j'ai créé en mai 2019 et qui a bien grandi depuis. Et l'été dernier, j'ai ouvert le blog associé, qui était une idée que j'avais envie d'aboutir depuis plusieurs années et que je n'osais pas lancer parce que c'était des sujets qu'on voyait nulle part ailleurs. J'avais aussi un petit peu un manque de confiance en moi par rapport à ça, et donc je me suis lancée après avoir commencé à expérimenter via le groupe Facebook. Et donc, le blog, il existe depuis août, et il a bien grandi aussi. Je suis assez contente de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je reçois souvent des messages qui me disent que les articles sont intéressants, que vous vous reconnaissez dedans. Donc, c'était vraiment le but, et moi, je suis hyper contente de voir ça. Et j'ai ouvert aussi le compte Instagram, qui est un peu plus lent à démarrer, peut-être parce que les RH sont moins sur Instagram, je ne sais pas trop, mais après, bon, je me suis pas trop mis d'objectif, c'était parce que je trouvais ça intéressant de discuter avec vous aussi en story. Donc, après, si vous êtes présent sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte, donc c'est sororité-RH. Et à venir très prochainement, je vais lancer aussi le podcast de la sororité RH. Ça aussi, c'est un projet que j'aimerais beaucoup lancer. En fait, je voudrais... donc, j'ai commencé un peu à chercher mes invités. Là, j'ai 2 potentiels premiers invités. Je voudrais faire des interviews de femmes RH, mais comme je dis, des femmes RH de la vraie vie.
Parce qu'en fait, quand j'écoute des podcasts RH, souvent c'est très intéressant, mais ça va être les personnes qui sont interviewées, ça va être des grands DRH ou des grandes directrices de grandes entreprises ou de grosses institutions, mais au final, on se projette pas vraiment sur. Déjà, ils racontent pas trop leur quotidien, et puis on se projette pas vraiment sur les astuces que ces personnes peuvent mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelles sont, par exemple, les astuces d'organisation d'une autre RH. C'était aussi pour ça que j'ai créé la sororité. Je me disais, ça pourrait être hyper intéressant, en fait, d'évoquer entre nous nos différentes astuces, nous donner des conseils, nous soutenir. C'est tout à fait ce qui se passe d'ailleurs à la sororité. Et je suis hyper heureuse de voir l'esprit aussi bienveillant et un esprit d'entraide comme ça qui est présent dans la communauté. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée. Je me suis dit, moi, je vais faire des interviews, mais donc de RH qui pourraient être notre voisine, notre collègue, et donc leur demander un peu comment elles organisent leur quotidien, comment elles font pour pallier à tel problème, telle situation. Et donc voilà, je ne sais pas encore exactement quand est-ce que ça va être lancé, parce que là, je vous avoue qu'avec la crise actuelle, les RH, vous le savez très bien, on était assez occupés dans le métier, que vous étiez bien chargé de ce que j'ai compris, donc j'ai pas programmé ça pour l'instant, donc je vous tiens au courant de voir, je vous tiens au courant du délai. Je sais pas encore du tout quand ça va sortir, mais en tout cas c'est le prochain projet de la sororité, c'est ça aussi. Alors, entre-temps, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Donc bonsoir Julie, Muriel et Floriane. Alors je bois un petit coup. J'ai pris un verre d'eau à côté. Donc voilà. Et donc je voulais aussi peut-être en 5 minutes répondre à la question qui revient assez souvent, c'était pourquoi la sororité, elle est réservée aux femmes. C'est une question qui revient moins souvent maintenant, parce qu'au groupe commence à être bien installé, mais au début, c'est revenu pas mal. Pourquoi je n'autorise pas les hommes à adhérer au groupe? Pourquoi là, le webinaire, même si je sais qu'il y a certains hommes qui se glissent dans les personnes qui sont là, mais il n'y a pas de souci du tout. Mais c'est un webinaire qui est à destination des femmes, et la sororité, et c'est une communauté de femmes, et c'est tout à fait assumé et voulu. D'ailleurs, le mot sororité, ça veut dire, c'est le féminin du mot fraternité, ça veut dire une communauté de femmes. Si ça avait été une communauté d'hommes et de femmes, j'aurais appelé ça une adelphité, mais c'est pas le cas, c'est une sororité. Et en fait, c'est parce que déjà, la majorité des professionnels RH, c'est des femmes. Donc ça oscille entre 60 et 80% des professionnels RH, c'est des femmes. Et pour autant, c'est un métier où il y a quand même encore pas mal d'inégalités, que ce soit au niveau salarial, au niveau des postes. Enfin, c'est moi, même à un petit niveau, j'ai remarqué qu'un homme et une femme qui arrivent dans les RH, elles vont pas occuper vraiment le même poste, quoi. C'est en général, c'est pas du tout les mêmes carrières qui vont être embrassées par un homme et une femme. Et pour autant, on aurait pu se dire que non, dans le milieu RH, comme c'est un milieu hyper féminin, ce serait pas le cas. Et pourtant, si, il y a un plafond de verre aussi en RH. Et en fait, l'intérêt d'avoir une communauté de femmes et de se retrouver qu'entre femmes, c'est que ça donne pas du tout le même esprit. En fait, c'est pas du tout la même. Il n'y a pas ces jeux de pouvoir qu'il peut y avoir dans les milieux mixtes, parce que même si on s'en rend pas forcément compte, il y a toujours un regard masculin qui pèse sur nous et qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes, alors que quand on est entre femmes, il y a pas ce regard qui est posé sur nous, et du coup, on va être naturellement beaucoup plus nous-mêmes. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette sororité qui n'existe pas du tout en RH. J'ai juste adapté le concept au RH. Mais en fait, tous les milieux comme ça, un peu féministes, vont créer des milieux non mixtes pour que les femmes se retrouvent entre elles et reprennent un peu leur pouvoir entre elles, reprennent un peu la maîtrise de ce qu'elles disent, la maîtrise de leur situation, sans avoir ce regard du coup extérieur et masculin posé sur elles. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc c'était l'idée de créer une sorte de cocon un peu en fait pour se retrouver entre femmes, et donc c'est totalement ce qui se passe un peu dans le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas encore le cas. Il y a un esprit que je retrouve pas dans les autres milieux RH, qui est vraiment un esprit d'entraide, un esprit très bienveillant. Donc voilà, c'est pour ça que la sororité RH pour l'instant reste et restera pour le moment une communauté de femmes. Alors, juste rapidement, moi, qui je suis, pour celles qui ne me connaissent pas du tout. Du coup, je m'appelle Marie, j'habite près de Rennes. Moi, je suis dans les RH depuis 2015.
J'ai eu plusieurs expériences, comme la plupart du temps, j'ai été responsable ressources humaines généraliste, souvent en multi-site, sur des postes assez exigeants, donc dans des secteurs comme souvent c'était l'industrie. Et j'ai une vision un peu atypique du métier de RH parce que j'aime bien lier un peu les différents domaines entre eux. Et moi, les 3 domaines qui me passionnent, c'est donc les ressources humaines, le développement personnel et le féminisme. Et en fait, c'est pour ça que j'ai créé la sororité aussi. C'était pour réunir ces 3 domaines-là et puis pouvoir parler des liens qu'il y a entre ces domaines-là parce qu'il y en a beaucoup. Et comme c'était des thèmes qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder ensemble, c'est ça que je trouvais intéressant. Et j'espère que vous trouvez ça intéressant aussi. Et puis, ma vocation, moi, c'est ce que j'ai découvert du coup il y a quelques temps, c'était vraiment l'intérêt qui me porte aujourd'hui. Moi, c'est d'accompagner les femmes RH à être plus sereines dans leur poste, à reprendre un peu la maîtrise de leur posture, de leur poste, et puis les accompagner dans le développement professionnel de leur place, de la maîtrise de leur place en RH. Et donc, c'est tout le thème de ce soir qu'on va du coup à aborder. Là, je pense que il y a à peu près tout le monde qui doit être arrivé. Donc, a priori, si vous êtes là, d'ailleurs, dites-moi pourquoi, n'hésitez pas dans le chat à me dire pourquoi vous êtes là. C'est qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine-là, qu'est-ce qui vous a attiré dans le titre ou peut-être dans ce que j'ai écrit comme description pour l'événement? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a fait tilt? Est-ce que vous avez dit, ah oui, cette phrase-là, je me reconnais complètement là-dedans, c'est pour ça que je veux m'inscrire à cet événement, ou alors peut-être un article dans lequel vous êtes trouvé particulièrement? N'hésitez pas à me dire ça, moi ça m'intéresse de savoir quel est le détail particulier qui vous a fait ce déclic de vous dire, ah je vais aller à l'événement parce que ça a l'air intéressant. Mais c'est assez probable que si vous êtes là, c'est parce que vous vous reconnaissez un peu dans ce quotidien que j'ai longtemps vécu aussi, de se sentir tout le temps débordé, tout le temps dépassé, mais pas dans un burn-out total, mais cette impression que les journées ont filé et qu'on s'en est même pas rendu compte en fait, on arrive le matin à 8h, on regarde les mails et puis on fait 2-3 trucs et en fait il est déjà 17h. Bon faut y aller et d'avoir en fait la pression de ne jamais avancer, de ne jamais avoir la maîtrise de son temps, d'être sans arrêt interrompu et puis d'être un peu toujours dans le flou. Moi j'ai souvent ressenti ça dans le flou, je me dis mais qu'est-ce que je fais qui fait que j'ai l'impression que les journées filent comme ça et les journées, les semaines, les mois filent et à la fin de l'année je me dis ah mince, j'ai des projets, j'aurais bien aimé les mener pendant ce contrat ou pendant cette année et au final c'était pas le cas parce que j'ai l'impression de m'être laissée un peu bouffer par mon quotidien. Du coup, alors, il y a quelques réponses qui sont arrivées. Marie-Laure, je me suis retrouvée dans le titre. Comment gérer notre position en entreprise tout en se préservant? Oui, c'est ça, en fait. C'est comment conserver la maîtrise de notre poste tout en se préservant soi-même. C'est tout l'intérêt du sujet. Ouais. Julie, occupant un poste de responsable depuis peu, j'ai le syndrome de l'imposteur et je suis tombée sur l'événement sur le blog, donc inscrite immédiatement. Oui, le syndrome de l'imposteur, alors je ne l'ai pas mentionné directement, mais oui, c'est forcément relié. Oui. Alors, comment ne pas s'oublier alors qu'on donne beaucoup aux autres? Ouais, c'est tout le problème des RH aussi, on va en parler, qui ont tendance à beaucoup donner, puis à s'oublier un peu du coup, à tout donner aux autres et à rien garder pour elles. Alors Amélie, personnellement, c'est l'article sur la vulnérabilité qui m'a poussée à venir ici. Oui, l'article sur la vulnérabilité, c'est celui qui est sorti cette semaine, qui était très personnel pour moi. C'était assez compliqué de l'écrire. En même temps, j'étais hyper fière de l'avoir sorti parce que reconnaître son droit à l'erreur en tant qu'RH, c'est vraiment un sujet que je trouve qui est si peu abordé et c'est tout cet enjeu en fait de cette posture si particulière. Alors, Astrid, le titre et le dernier article, Pourquoi suis-je RH? Oui, celui-là, il a énormément marché parce que, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans Pourquoi suis-je RH. C'est toute la question, en fait. C'est la question que je me suis posée, je sais pas combien de fois, pourquoi suis-je RH? Alors que j'adorais ce métier. Je me disais, mais pourquoi j'ai choisi ce métier, au final? J'ai l'impression d'être vraiment dans un paradoxe. Sonia, souvent l'impression de ne jamais en faire assez, de ne pas être assez efficient de mon travail, noyé dans le quotidien et la difficulté à mener le projet. Oui, tout à fait ça, ouais. Cette impression d'être noyé, oui, c'est ça. On essaie, on a de l'eau là jusqu'ici, et puis on se dit, je vais y arriver, et puis on se dit, je pourrais faire plus, comment je pourrais faire pour achever plus de tâches, pour en faire plus.
Mélodie, je suis là pour connaître le quotidien d'une RH, pour être dans le partage et surtout la bienveillance. Eh ben, c'est l'idée, bienvenue. Mariem, j'ai adoré l'idée et ça rejoint ce que j'ai pensé à faire à un certain moment en Tunisie, puis en lisant les articles. Alors, ça défile. Puis en lisant vos articles, je me trouve à fond, ça me représente. Ok, bah super. Donc une Tunisienne, bah bienvenue. Alors Floriane, ce sentiment de totalement déborder, de ne pas maîtriser mon temps, que je souhaite allouer plutôt à mes collaborateurs plutôt qu'à ma boîte mail, et ce Girl Power RH qui m'a attiré. Ah ouais, c'est bien vu, Girl Power RH, ouais, ça me plaît bien. Ouais, j'aime bien dire RH badass, j'aime bien aussi. Suzanne, bonsoir. Le sentiment de ne pas avancer, je suis beaucoup vos articles et j'aime beaucoup l'idée de votre groupe. Merci beaucoup, bienvenue. Bonsoir Martine, je suis RH au sein d'une filiale d'un groupe de presse en Auvergne. Actuellement, je suis en arrêt pour épuisement pro, donc le sujet m'intéresse. Ok, bah bienvenue. Julie, je me demande si je vais rester en RH ou faire en reconversion. Je m'interroge sur ma place en RH. Ah voilà, la question que je me suis beaucoup posée aussi. Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je continue? C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup tracassé. Ouais. Marion, toujours difficile de se positionner par rapport à notre poste transversal. Oui, tout à fait. Mariem, le poste de DRH ou de RH est un poste très humain qui nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'amour, d'émotion, de tact, de challenge. Être femme et RH, le défi est double. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de liens entre le fait d'être femme et le fait d'être RH. Pour ma part, ton poste m'a totalement parlé. Une to-do list qui ne cesse de s'accroître, le multitâche, etc. Bonsoir Caroline. Généraliste RH, c'est Transatel, mon déclic, l'article sur la vulnérabilité des RH, place particulière dans l'entreprise. On attend d'être une professionnelle parfaite, pas facile. Oui, on peut dire même impossible, hein. Personne n'est parfait. Sonia, ça me rassure de savoir que je ne suis pas la seule à avoir ces impressions. Oui, bah oui, vous voyez, là, vous êtes beaucoup à avoir ces impressions-là. Moi, c'est pareil, hein, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, bah, si ça se trouve, je vais être la seule personne en RH à penser ça. Pas du tout. Où j'en étais, toujours difficile de se positionner par rapport à notre poste transversal, oui, on l'a dit, le défi est double. Muriel, je trouvais le thème très intéressant, je me sentais concernée et j'aimerais à travers votre parcours pouvoir trouver des pistes et des éléments pour réanimer cette envie que j'avais à mes débuts. Ouais. Mélinda, j'adore la qualité de rédaction et la sincérité de cet article. Merci Mélinda. Ok. Bon, et bah c'est parti. Donc, trois étapes pour repenser sa place dans son poste de RH. Alors, j'ai divisé ça en fait en 3 étapes que je trouvais intéressantes à développer. Donc, la première partie qui est toute une partie sur l'état d'esprit, repenser son état d'esprit pour se remettre un peu dans la peau de la personne qu'on aimerait être. La deuxième partie, c'est retrouver la maîtrise de son temps. Donc, on va parler de façon un peu plus concrète comment retrouver la maîtrise de son temps et de son emploi du temps, etc. Et enfin, la dernière partie, alors comment je l'avais appelé? Oui, agir pour impacter son organisation. Donc, quelque chose à plus long terme. Donc, vous voyez, on va dérouler vraiment quelque chose d'assez logique et d'assez logique. Alors, je reprends juste une gorgée d'eau parce que là, sinon, je vais souffler. Bonsoir, je vous rejoins d'Estonie. Ah bah, bienvenue, vous venez de loin. Du coup, alors, repenser son état d'esprit. En fait, ce que je voulais transmettre, c'était que ce qui est important en fait de retrouver quand on est en RH et quand on est un peu bouffé par le quotidien, c'est retrouver en fait pourquoi on a choisi d'être RH et essayer de se rappeler à la base qu'est-ce qui a fait que on a choisi ce métier-là et pas un autre. Vous avez forcément une chose quand vous avez soit commencé à étudier ça, soit quand vous avez ce premier poste-là. Alors, je ne sais pas si c'est une évolution au niveau du poste ou quelque chose, ou une reconversion. Il y a forcément un moment, en fait, où vous avez choisi d'être RH et en fait, le but, c'est de retrouver ce pourquoi, ce véritable sens, en fait, de la fonction. Moi, quand j'avais commencé, je l'écris sur le blog, quand j'avais commencé, c'était de l'accompagnement, la valorisation du potentiel des gens, c'était vraiment quelque chose qui me portait. Et quand j'ai eu l'occasion de le faire, c'était vraiment là, quand je le faisais, en fait, je me sentais vraiment alignée. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît dans mon travail. Et le truc, c'est que ça représentait peut-être 5% de mes journées. Le reste du temps, au final, j'avais l'impression de gérer des choses qui étaient gonflante, vraiment qui m'intéressait pas, mais qui me permettait pas moi de me réaliser dans mon travail en fait. Et c'est là que en fait on se rend compte que c'est intéressant. Donc ça c'est des choses après que j'ai découvert quand j'ai commencé à étudier moi le développement personnel. C'est en fait tout l'intérêt de faire un travail sur ses valeurs.
Donc sur ces valeurs professionnelles qui sont un peu ces bases ces bases mentales sur lesquelles on peut vraiment construire sa vie. En fait, la valeur, ça va être ce concept. Si on l'a pas dans sa vie, bah, ça va pas. On se dit là, il manque quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est pas fini. Vous voyez, mes valeurs principales, ça va être l'indépendance, ça va être l'équité, ça va être l'autonomie, des thèmes qui reviennent beaucoup comme ça. Et c'est pour ça que, en fait, les postes que j'ai choisis, ça a été vraiment en rapport avec ces valeurs-là. J'ai choisi des postes hyper indépendants, hyper autonomes, où j'étais la seule RH de l'entreprise, parce que c'était ça qui me correspondait. Et l'équité, ça revient aussi beaucoup dans mon travail sur les valeurs, parce que ça, c'est tout le côté aussi féministe qui ressort. C'est parce que, pour moi, c'est important d'être dans l'équité plus que dans l'égalité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Et donc, l'équité, en fait, c'est donner les mêmes chances à chacun en fonction de là d'où il part. Du coup, c'est intéressant en fait de faire tout ce travail-là en fait de définir ces valeurs. Donc il y a différentes techniques pour définir ces valeurs et puis ensuite réussir à les mettre en œuvre, réfléchir vraiment à comment je peux les mettre en œuvre dans mon quotidien quoi. Si ma valeur, je vous dis ma valeur c'était indépendance. J'ai eu des postes où j'étais au sein d'une équipe RH avec plusieurs personnes et j'ai été malheureuse comme les pierres parce qu'en fait ça me convient pas. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que je travaille mieux toute seule. Du coup, j'ai choisi toujours mes postes en fonction de cette valeur-là. Et c'était un peu comme ça que je pouvais construire mes postes au fur et à mesure. Et je me disais, non, celui-là, je suis bien, celui-là, je suis pas bien. Faut savoir aussi que j'ai occupé pas mal de postes et que c'est pas du tout, en fait, un problème de dire, non, ce poste-là me convient pas, donc je vais en changer. Et il faut sortir un peu du fait de subir sa vie, en fait. C'est ça peut-être un peu brut dit comme ça, mais c'est l'idée en fait, c'est de reprendre le contrôle, de se dire ça me convient pas ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, mais je peux reprendre le contrôle, peu importe le niveau auquel vous êtes arrivé, on peut reprendre le contrôle de ça et donc tout ce travail sur les valeurs. C'est pour ça que cette première étape, c'est avant de mettre en place des actions, ça peut être bien de réfléchir sur vraiment se poser. Alors vous pouvez prendre un cahier, un stylo ou le taper à l'ordinateur ou au dictaphone, peu importe, comme vous voulez. Et en fait, vraiment se reposer sur qui je veux être au travail, quelles valeurs je veux représenter, comment je veux incarner mon poste en fait. Quel regard j'ai envie qu'on pose sur moi quand on vient me voir en tant que RH. Parce que on dit souvent que les RH sont froides, sont inhumaines, sont tout ce qu'on veut. Mais je sais que si vous êtes là, c'est que c'est pas le cas. Alors évidemment qu'il y a des RH qui apprécient pas particulièrement le contact humain ou qui aiment pas trop accompagner les collaborateurs, il en faut pour tous les goûts. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Mais moi après, les RH qui se reconnaissent en général plus dans mon discours, c'est celles qui sont vraiment attirées par le côté alors plus que le côté humain, c'est un peu une notion un peu bateau quand même, c'est plus le côté relationnel et puis accompagnement du potentiel, accompagnement de développement du potentiel. Et puis moi, ça m'a toujours passionné aussi le développement d'une carrière, suivre en fait tout le parcours d'une personne, qu'est-ce qu'elle a fait avant d'arriver, qu'est-ce qu'elle a fait après. Et donc c'est bien en fait de se redégager du temps pour pouvoir faire ça, parce que sinon on se retrouve bouffé par le quotidien et c'est dommage. Alors, as-tu une liste, même non exhaustive, de ces valeurs? Oui, après, vous pouvez trouver des listes sur ces valeurs, mais en fait, je vais en parler un peu plus longuement au moment où on va aller plus loin. Vous allez voir que je vais en parler de manière un peu plus concrète, comment mettre en place. On en reparle tout à l'heure. Et Mélodie dit, ça me parle beaucoup par rapport au développement personnel, ce qu'on appelle l'ikigai, c'est retrouver son figuré. Oui, c'est ça. L'ikigai, oui, c'est vraiment une notion hyper intéressante en développement personnel. Et en fait, le truc, c'est que j'adapte aussi des concepts que moi j'ai vus beaucoup depuis que je suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on commence à vouloir lancer sa boîte, on doit s'intéresser à qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles valeurs on va représenter, tout ça, et donc quel projet on veut mener. Mais je trouve qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire alors qu'on est salarié, quoi. C'est pas parce qu'on est entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, en fait, on est obligé de le faire. On ne peut pas avancer si on ne l'a pas fait. Mais quand on est salarié, on peut le faire aussi. Enfin, il y a vraiment pas de. Les outils des entrepreneurs sont vraiment une mine d'or en termes de développement personnel et de construction de sa propre vie. Donc, je vous invite vraiment à aller fouiner du côté des outils entrepreneurs, développement personnel, parce que c'est vraiment une mine d'or. Donc, l'ikigai fait partie de ces outils-là.
Julie, c'est le principe de l'alignement qui fait qu'on est serein dans sa vie pro et perso. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça, c'est être aligné avec ce qu'on fait. Donc voilà, donc cette première, ce premier point que je voulais aborder, c'était donc retrouver son pourquoi et définir ses valeurs pour les mettre en place après dans sa vie professionnelle. Donc on a les valeurs personnelles, mais on a les valeurs aussi professionnelles. Donc on construit sa vie perso, on construit sa vie pro de la même manière. On se dit, on pense long terme en fait. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux représenter? Quel regard je veux qu'on pose sur moi, etc. Le capital humain, c'est le cœur de nos métiers, mais malheureusement, il y a des entreprises anxiogènes qui n'ont pas de culture d'entreprise et pour qui le mot équité ne dit pas grand-chose. En fait, c'est ça que je vous disais quand je vous disais ne plus subir sa vie. Parce que, en fait, je vois souvent passer des messages comme ça. Ah, bah oui, moi, j'ai des valeurs comme ci et comme ça, mais mon entreprise me laisse pas le faire. Mais en fait, moi non plus, mes entreprises, elles ne le laissaient pas le faire. Aussi, j'ai été dans une entreprise vraiment avec du management très, très compliqué, du management très paternaliste, vraiment, on flique les salariés. Et en fait, moi, ça m'allait pas. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place mes propres règles. Alors évidemment, je suis pas arrivée, j'ai pas tout pété en disant, maintenant, vous allez m'écouter parce que c'est moi qui commande. Non, pas du tout. Ça a été un travail beaucoup plus subtil que ça. Mais je me suis dit, bon, je suis dans une entreprise qui ne me convient pas complètement aujourd'hui. Je savais que je ne resterais pas à long terme. Je me suis dit pourquoi je suis là. En l'occurrence, une des dernières entreprises que j'ai occupées, j'y suis allée parce que je voulais apprendre une compétence en particulier. Donc, j'ai fait un peu croix sur le fait que je ne pourrais pas forcément me réaliser dans tous les domaines, mais je savais pourquoi j'étais là. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de supporter son quotidien, de vraiment se réaliser dans son quotidien quand on sait pourquoi on est là. On parle beaucoup de sens dans le travail, mais pour nous aussi, pour les RH, c'est valable aussi, quoi. Quel est le sens de son poste? Pourquoi on est RH? Et du coup, c'est tout un compromis qui peut être trouvé, donc on va en parler un petit peu après aussi. Tout un compromis qu'on peut trouver entre ce que veut mon entreprise, ce que je veux moi, et en fait, plus on subit, plus on se dit, bon, tant pis, c'est la vie. Voilà. Au final, on rentre vraiment dans une routine un peu anxiogène, et puis on se dit, bon, c'est foutu, et plus le temps passe, puis on se dit, bon, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Et au final, il y a plein de gens comme ça qui laissent un peu tomber, et c'est dommage parce que, en plus, quel que soit l'âge de la personne, quelle que soit sa situation perso, on a toujours un compromis qu'on peut trouver, et en fait, si vous allez dans le bon sens, déjà, vous vous sentirez plus aligné, et donc vous direz c'est là que je vais aller. En fait, c'est un long chemin qui permet de trouver des compromis en fait au fur et à mesure. C'est pas un chemin qui est tout tracé comme ça, c'est un chemin sinueux avec des bosses et des trous, et il y a un jour on va se dire mince, je pensais que j'allais mettre en place cette action là, j'ai pas réussi. C'est pas grave, on recommence le lendemain, et puis c'est ça aussi l'apprentissage. Les filles, en termes de développement personnel, je vous conseille les podcasts de Chloé Bloom. Elle y parle beaucoup de ces notions-là. Ah ouais, je la suis pas particulièrement, Chloé Bloom. Un petit vite fait sur Instagram, je la connais pas trop, mais j'ai entendu de très bons échos sur elle. Ouais. Comment avoir un discours humain dans une entreprise anxiogène et comment être crédible. C'est ce que je vous disais en fait. Ça va être de trouver un compromis et puis de plus subir la situation en fait, de mettre en place des choses. Mais vous verrez après, je vous donnerai des exemples un peu plus précis. Muriel nous dit « Ma petite expérience m'a amené à constater que mes employeurs n'attendaient pas vraiment le côté humain des RH. De fait, je me suis demandé si ma vision des RH n'était pas erronée. » Non, en fait, parce que, vous voyez, Muriel, on est quand même beaucoup à avoir cette vision humaine. Donc, si on avait tout tort, je pense qu'il n'y aurait plus grand monde qui serait RH, ou en tout cas, le métier aurait complètement changé. En fait, c'est pas à nous de changer la façon dont on pense, c'est trouver le bon terrain pour pouvoir utiliser cette vision qu'on a, parce que c'est une vision qui rend service aux gens, qui est vraiment vertueuse. Donc je me suis longtemps dit ça aussi, que du coup j'étais pas une RH normale. On m'a dit aussi t'es pas faite pour ce métier, t'es trop sensible, t'es trop sociale. Faut pas oublier qui c'est qui paye, c'est le patron, c'est pas les salariés. Mais en fait je me retrouve pas là-dedans, et j'avais pas envie de me dire j'arrête d'être RH parce que RH c'est pas humain. C'est pas vrai en fait. Surtout on est dans un métier qui est tellement en mutation comme ça. Là on peut vraiment reprendre un peu le contrôle de la fonction et puis en faire ce qui nous convient. Et puis chaque RH écrit son poste, chaque RH aura sa manière de faire dans son entreprise. Donc je pense qu'il y a vraiment des possibilités, quoi. Je conseille aussi Chloé Bloom. Allez checker Chloé Bloom. Bonsoir Karine. Ok. Et puis donc, ce qui est assez important comme question à se reposer, c'est de quoi j'ai peur. De quoi j'ai peur. J'ai discuté avec
une RH l'autre jour, et puis de l'article que j'avais sorti sur la vulnérabilité, j'avais lancé un petit challenge sur les réseaux pour vous proposer en fait de parler d'une de vos erreurs de RH, parce qu'on en a toutes faites. Et je voyais que c'était vraiment très compliqué. Et donc, cette personne-là me dit, elle avait fait l'exercice, elle avait partagé une de ses erreurs, c'était super de sa part. Et elle me dit, mais en fait, je le fais aujourd'hui parce que je suis dans une entreprise bienveillante, où je me sens bien, du coup, la parole est libérée et tout ça, mais à une époque, je l'aurais pas fait parce que j'avais peur. Donc, je lui ai dit, mais vous aviez peur de quoi, en fait? Il me dit, j'avais peur du regard qu'on aurait pu lancer sur moi, j'avais peur de la vision que les gens auraient pu avoir de la RH, j'avais peur de ce que ma direction aurait pu dire. Mais bon, ce que je lui ai répondu, c'était, au final, c'est quoi cette peur? Parce que si une entreprise est incapable d'avoir une RH qui fait des erreurs, je veux dire, à ce moment-là, on embauche tout de suite des robots, quoi. Quel RH n'a jamais fait d'erreur, n'a jamais inversé des documents ou oublié de prévenir quelqu'un, ou je sais pas, on a toutes fait des erreurs. Enfin, c'est tout le monde en a fait. Et en fait, le truc, c'est pourquoi les RH devraient être des gens un peu bioniques, là, qui sont plus parfaits que les autres, qui savent tout, qui connaissent tout, qui sont irréprochables, qui font jamais le moindre pas de travers. Et c'est ça, en fait, cette position si particulière dans l'entreprise, j'ai l'impression qu'on attend de la RH, et particulièrement quand c'est une femme, que ce soit quelqu'un de parfait. En fait, j'avais écrit, ça fait un petit moment que j'avais écrit là-dessus, mais cette posture de la RH, moi, ce qui m'avait un peu fait tilter, c'est que j'avais l'impression que la RH, c'était un peu la maman dans l'entreprise. Cette personne qui est douce, qui est maternelle, qui répare les erreurs, qui soigne les bobos, qui est là pour écouter, pour consoler. Mais au final, je veux dire, si vous vous reconnaissez dans cette posture de maman, il n'y a aucun souci, vous l'exprimez avec votre propre personnalité. Si vous êtes maternelle de nature, il n'y a aucun souci. Mais moi, par exemple, je ne me reconnaissais pas là-dedans. On disait, mais t'es pas une bonne RH parce que tu veux pas faire ça pour moi, tu veux pas me rendre service, tu veux pas me consoler et tout ça. Je dis, non, moi, je préfère mener des projets qui me paraissent plus intéressants, des projets d'envergure que moi, je trouve intéressants RH, plutôt que gérer les petits tracas du quotidien. C'était pas ce qui me parlait forcément, et donc on me renvoyait ça, que j'étais pas une bonne RH, entre guillemets. Et je trouvais ça quand même assez fou. Et c'est de là que c'était venu ce concept-là, donc de maman de l'entreprise, donc qui au final, c'est pour ça que les journées sont à rallonge comme ça. C'est parce que on est perpétuellement interrompu pour rendre un service, pour dépanner quelqu'un, pour renseigner. Je suis sûre que vous vous retrouverez si je vous dis que dans l'entreprise, on dit si tu sais pas, va voir la RH. Mais pour n'importe quel sujet. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà entendu ça, mais moi, dans toutes les entreprises que j'ai traversées, je l'ai entendu. Si tu sais pas, va voir la RH. Si tu veux prendre des billets de train, réparer une imprimante, payer la cantine, j'en sais rien, va voir la RH, elle sait. Au pire, si elle peut pas le faire elle-même, elle te dirigera vers la bonne personne. Mais en attendant, nous, pendant ce temps-là, on a perdu du temps, et au final, on fait juste le secrétariat toute la journée, alors que RH, c'est beaucoup plus large que ça comme poste. Donc après, toujours, si c'est vous, si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous vous rendez compte que, par exemple, vous avez la valeur service qui est vraiment très ancrée, et que si ça vous fait plaisir de rendre tous ces petits services-là, continuez, il n'y a pas de souci. Mais je sais aussi qu'il y a une part d'entre nous, moi j'en fais partie, qui se réalise pas vraiment là-dedans, qui aime bien les projets plus globaux, et qui du coup n'avait pas le temps en fait de mener tous ces projets-là parce qu'elle était occupée à faire la maintenance de je sais pas quoi, ou faire les badges, ou faire la cantine, ou faire tous ces trucs-là. Et donc j'ai l'impression en fait on attend des choses d'une RH, mais qui vont se retrouver dans certaines, mais qui vont pas du tout se retrouver dans d'autres. Et c'est ça qui du coup est intéressant, de définir ces valeurs et de les réaliser dans son quotidien en fait. Si vous avez la valeur service, il n'y a pas de souci, mais si vous l'avez pas, vous n'avez aucune obligation en fait de rendre tous ces petits services. Alors, qu'est-ce que vous dites Pour répondre à Muriel, effectivement, je pense que les employeurs n'attendent pas spécialement des RH le côté humain, mais c'est à nous d'instaurer, selon moi, et les convaincre des bénéfices. Oui, c'est ça. C'est l'ancienne école de GRH. Actuellement, la DRH est un partenaire stratégique. Il doit contribuer à la satisfaction de sa clientèle interne. Ça, c'est ta vision, Mariam, c'est la vision de d'autres personnes, mais c'est pas forcément la vision de tout le monde, parce que RH, c'est un métier suffisamment large pour que chacun puisse... Moi, ça me parle pas du tout, par exemple, cette notion de clientèle interne. Je trouve ça horrible. Muriel, oui, difficile quand la pression, le harcèlement régissent encore le management. Ah oui, mais après, le harcèlement, là, on est sur un autre domaine. Là, ça devient carrément
quelque chose qu'il faut dénoncer, dont il faut parler, qu'il faut anéantir si on peut, quoi. Après, oui, voilà, je comprends bien que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, mais là, on est dans des cas beaucoup plus graves. Sonia, on se met la pression pour ne pas faire la moindre erreur. Bah oui, c'est ça, en fait. En fait, on se met une pression inutile, hein, on peut dire le mot, hein, parce que personne nous a jamais demandé d'être parfaite, pour ne pas faire la moindre erreur, parce que comme, en fait, ça touche à l'humain, ça touche à des vies, on se dit, oh là là, si je fais une erreur, ça va être la fin du monde, on va me virer. Alors que non, hein, c'est pas parce que c'est valable pour tous les métiers, hein, c'est pas parce qu'on fait 2 erreurs qu'on va être viré. Une RH, il faut aussi reprendre conscience de la position de pouvoir que ces personnes-là ont, donc qu'on a, que vous avez. On vire pas une RH parce que elle a fait une petite erreur de rien du tout, s'est trompée dans nos documents ou elle a mal fait quelque chose, quoi. C'est un poste qui est important, c'est un poste qui est proche de la direction, c'est dire vous êtes plus que ça, quoi. On est plus que juste de remplir correctement les documents. On demande au RH de montrer l'exemple de faire, on te demande de faire qu'importe les moyens et sans te plaindre. Bah, au final, pourquoi on demande au RH de montrer l'exemple? C'est quand même fou, ça. Qui a instauré que à l'RH, c'était la personne qui est l'exemple? À la base, en tout cas, moi, la définition que j'ai du service RH, donc c'est le service qui fait le lien entre les collaborateurs et la direction. Et dedans, il n'y a pas de notion de il faut montrer l'exemple, parce que à ce moment-là, on peut dire la direction doit montrer l'exemple. Moi, j'ai pas toujours été dans une entreprise où la direction a montré l'exemple. Hein. Pour autant, ils sont restés directeurs, il n'y a pas eu de souci. Hein. Je suis totalement d'accord. On va voir les RH pour tout. Ouais. Les générations Y et Z et Alpha, probablement, n'admettent plus le RH poli, c'est plutôt le RH humain. Ouais, heureusement, on est en train d'aller vers des valeurs un peu plus humaines. Ouais. C'est bien. La force de RH, c'est de savoir doser les émotions, le rationnel et les procédures. Complètement d'accord. On va voir l'ARH, qu'on nous appelle rarement par notre prénom. Pardon, oui, c'est totalement ça. Ouais, l'ARH, ouais, bon, le nombre de fois où on se rappelait pas comment le PDG savait pas comment je m'appelais. Je me reconnais vraiment dans ton discours, ça fait du bien, merci. Nous n'avons pas de prénom, non, c'est notre prénom, c'est devenu RH. Nous sommes l'ARH, un RH. Mais c'est vrai que ça montre aussi la force, la puissance, comment dire, la reconnaissance qu'il y a dans ce poste-là. Vraiment, on se reconnaît dans ce poste-là. Mais ouais. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que là, j'ai fini que la partie 1 et il y a d'autres choses dont je voudrais vous parler et on va pas rester. Peut-être que vous n'avez pas 3 heures devant vous. Du coup, donc le deuxième point que je voulais aborder, c'était plus concrètement comment reprendre la maîtrise de son temps. Donc on a commencé à en parler, mais en fait, les 3 points dont je voulais vous parler, c'était déjà éliminer l'inutile, j'ai envie de dire sans état d'âme. Il y a beaucoup de choses, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes différents postes. Il y a des choses qu'on me demandait de faire, mais au final, ça n'avait pas d'intérêt vraiment technique ou pour l'entreprise, c'était plutôt pour faire plaisir à quelqu'un. C'était par exemple ce reporting que j'ai déjà fait une fois pour la direction, mais alors tel manager, lui, il le veut différemment parce que ça l'arrange plus d'avoir le tableau Excel qui est organisé comme ci ou comme ça. Et au bout d'un moment, je disais, bah non, tu fais avec ce qu'il y a, parce que moi, j'ai pas tout mon après-midi à te formater l'Excel ou un des derniers postes où j'ai eu, où j'ai passé, j'ai recommencé 4 fois le même document Excel, non pas parce que c'était faux ce que je mettais, mais parce que la personne ne comprenait pas la façon dont c'était construit, ça lui allait pas, en fait. C'est pas qu'elle comprenait pas, c'est que ça lui allait pas. Et du coup, je lui ai envoyé les données brutes, quoi. Après, bon, bah, tu te débrouilles, quoi. C'est les données, tu les as, tu les refais. Donc, en fait, ça va être éliminer tout l'inutile. Donc, ça va être éliminer, ouais, tous les reportings qui globalement ne servent pas, vous, à une vraie efficience au quotidien, qui ne servent pas à un vrai objectif, en fait, qui sont juste là pour rendre service à quelqu'un ou pour faire plaisir et tout ça. Ça, on n'a pas le temps. En RH, on a suffisamment de choses à faire, on n'a pas le temps. Si on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps de rendre service et de faire plaisir à tout le monde. Au bout d'un moment, c'est un métier. Hein. C'est RH, c'est pas la fille gentille qui est là pour aider tout le monde. Après, comme je vous disais, si vous vous retrouvez complètement là-dedans, bah, y a pas de souci. Mais à ce moment-là, il faut faire des choix et c'est ça, faut faire un choix.
Ça peut être ça peut être éliminer tout ce qui est, ça peut être céder aussi des outils digitaux. Il y a beaucoup d'outils digitaux aujourd'hui qui permettent de simplifier beaucoup de choses. Après, je vous laisse aller les voir. Moi, par exemple, j'utilise, oui, très connu, mais j'utilise énormément Trello, qui me facilite énormément le quotidien. Je fais des to-do list par jour. Après, c'est hyper satisfaisant en plus de passer les tâches au fur et à mesure. Je me suis fait une colonne fait, et c'est hyper satisfaisant de passer les tâches dans la colonne fait au fur et à mesure. Donc, il y a plein d'outils, même pour la paye. Il y a des logiciels un peu comme Payfeed, des choses comme ça qui apparemment, par contre, je l'ai jamais utilisé, mais qui permet vraiment de simplifier la paye. En fait, ça va être vraiment se mettre dans une démarche de simplification, de gain de temps, pour pouvoir récupérer du temps après pour faire des projets qui nous portent et nous permettent de se réaliser vraiment dans notre poste. Vraiment, on se dit, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de faire la liste de toutes les tâches que vous faites au quotidien. Vraiment, vous faites toute la liste. Et ensuite, de voir lesquels vous pouvez éliminer et de vous forcer en fait à en éliminer sans état d'âme et en se disant ça, c'est pas indispensable que je le fasse. Soit je trouve une solution, soit je délègue, soit je le ferai plus tard, peut-être cet été quand ce sera un peu plus calme. Mais si vous vous sentez débordé au quotidien, c'est qu'il faut enlever des trucs. Donc ça peut être bien de faire ce travail-là, de se poser, de prendre une demi-journée. Alors tant pis, les urgences ça continue, on débranche le téléphone, on ferme la porte, et on se pose et on fait toute la liste de ce qu'on fait et on liste ce qu'on peut éliminer, ce qu'on peut déléguer, et dans ce qu'on peut déléguer, il y a aussi un truc que j'ai souvent vu, c'est que on a une certaine réticence à déléguer à une personne qui n'est pas RH parce que ce serait trop confidentiel ou ce serait trop secret, trop entre nous là, et du coup on ne va pas le déléguer à une personne qui n'est pas RH, alors que je suis d'accord que donner le fichier des salaires à quelqu'un qui n'est pas RH, ça peut être compliqué, mais il y a plein de tâches au final qu'on fait qui sont pas si confidentielles que ça, et souvent moi souvent par fierté, par volonté de tout faire moi-même, je demandais pas d'aide, et du coup je me retrouvais complètement coincée dans mon quotidien et complètement débordée, presque au burn-out, parce que j'avais pas demandé d'aide. Et une fois comme ça où je suis allée voir mon directeur, j'étais en train de péter un plomb parce que j'avais vraiment trop de choses à faire, et il m'a dit tu sais, ça tombe bien, il y a le centre de direction, elle est un peu désœuvrée, elle sait pas trop quoi faire. Et du coup, elle est venue m'aider. Alors, elle m'a aidé, elle a fait tout le classement, elle m'a aidé à trier plein de trucs, à faire des courriers, des choses comme ça. Au final, le centre de direction, elle a quand même accès à pas mal de choses. Donc, même au niveau du confidentiel, elle avait accès pas autant de choses que moi, mais quasiment, quoi. Et ça m'a vraiment aidé, quoi. Et au final, j'y avais pas pensé toute seule, mais en parler, ça peut vraiment permettre de trouver des solutions et donc de se dire, mais même si parce que souvent j'entends, oui, mais j'aimerais bien déléguer, mais j'ai pas d'assistante, ou j'ai pas de stagiaire, ou j'ai pas d'alternante. Il y a d'autres personnes dans l'entreprise et peut-être qu'elles sont pas toutes occupées à fond ou tout le temps. Et il y a même des gens, je suis sûre, qui seraient intéressés j'ai déjà eu des collègues comptables, par exemple, qui étaient intéressés par le fait de faire de la RH et qui auraient bien aimé avoir un petit peu de temps pour aider aussi en RH. Pour revenir à éliminer l'inutile, et oui, donc je vous dis éliminer l'inutile, apprendre à déléguer, et puis planifier son temps. Planifier des plages, en fait. Il y a souvent un truc en RH, c'est qu'on est permanence interrompu. C'est vraiment un poste où on est permanence interrompu, le téléphone, les mails, les gens qui frappent à la porte. Donc c'est bien, hein, mais pendant ce temps-là, nous, on met à chaque fois 5-10 minutes à se reconcentrer sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas hésiter, en fait, à passer peut-être pour la méchante, mais si on a besoin d'une journée entière pour se concentrer, faire ce qu'on fait, on coupe tout. On coupe le téléphone, on ferme la porte, on met un panneau dessus, ne pas déranger. Moi, je le faisais notamment quand j'étais en période de paye. Pendant 3 jours, je disais à la personne qui faisait le standard, je ne prends personne, sauf les urgences absolues, mais il n'y a jamais vraiment d'urgence absolue. Je recevais personne, et puis ça allait, hein, ça allait bien. Ça se faisait bien. Donc après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes que j'ai vues, c'est mettre en place des permanences pour réunir toutes les questions des salariés en même temps, pour un truc un peu plus concret. C'est des choses que j'ai déjà vues, que je trouvais vraiment très bien. Une fois par semaine, réserver une demi-journée, on reçoit tout le monde d'un coup, à la suite, on fait toutes les questions d'un coup, plutôt que les distiller dans la semaine en laissant la possibilité aux collaborateurs de venir un peu quand ils veulent. En fait, il n'y a pas de souci à définir des horaires d'ouverture publique. Même quand on est RH, c'est pas parce qu'on est RH, on revient toujours à ce qu'on dit, on n'est pas au service absolu de tout le monde. On peut très bien dire, je prends le téléphone le matin de 8h à 10h et après-midi de 14h à 16h, et le reste du temps, je réponds pas. Et puis surtout, en fait, pas attendre d'avoir la permission. Vaut mieux s'excuser après que demander avant et jamais avoir de réponse. Si vous êtes efficace
on vous le pardonnera, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de quelqu'un qui va dire « Oh là là, elle n'était pas dispo, je l'ai appelée à 11h, elle n'était pas dispo », et ben, ce sera facile de répondre « Bah non, en fait, je travaillais sur un projet qui me demandait plus de concentration, donc je répondais pas au téléphone, mais si tu veux, le téléphone est ouvert de 14h à 16h cet après-midi, et tu peux me rappeler ou passer à ce moment-là. » Donc voilà. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Alors, j'ai peut-être loupé des trucs. C'est exactement ça. Alors, hop, voir en même temps, nous sommes les RH, un RH. Oui, puis on te demande pourquoi on n'a pas avancé dans le stratégique RH. Oui. J'étais dans l'autocontrôle permanent pour ne pas faire d'erreur. Ouais, il y a aussi beaucoup ça. Si je l'ai beaucoup fait, tout contrôler parce que justement cette peur absolue de faire des erreurs, on a l'impression d'être introduit au tournant. J'ai vu aussi beaucoup de RH qui faisaient des doubles, des triples, des quadruples copies d'Excel au cas où l'entreprise flambe et l'ordinateur crache et tout brûle. Faut remettre un peu de confiance aussi. Hein. On n'a pas besoin de faire des copies au cas où, au bout d'un moment, il y a un logiciel qui en général répertorie tout, on peut se faire un Excel à côté au cas où, mais pas 12, pas remettre sur papier, pas réimprimer tout pour se mettre dans un coin. Faut se refaire un peu confiance, refaire confiance à l'entreprise, refaire confiance aux logiciels aussi qui sont là en plus aujourd'hui on a des outils vraiment intéressants pour conserver les données, donc c'est ça. Puis sortir, oui, de aussi tout poser par écrit. On se dit, on sait jamais, on va m'attaquer sur le fait que j'ai pas écrit ça ou j'ai pas répertorié ça. On va chercher précipitamment dans ses mails en disant, mais quand est-ce que j'avais entendu cette info et tout ça. Il faut relâcher un peu, quoi. C'est pas très grave au final. Hein. Si on n'a pas l'info, on peut dire juste je sais pas. c'est aussi se donner ce droit-là, en fait, le droit de dire je sais pas. C'est exactement ça. La RH doit tout gérer, les émotions, les problèmes, les incertitudes, c'est épuisant. Ouais, pendant ce temps-là, nous-mêmes, on s'oublie. Oui, mais comment faire quand on ne sait pas faire ça, quand on ne sait pas dire non et que vous n'avez pas confiance en nous? Ah bah là, c'est apprendre à dire non et faire tout un chemin. Là, les développements personnels peuvent vraiment aider à du coup retrouver l'estime de soi, retrouver la confiance en soi. Quand on n'arrive absolument pas à dire non, qu'on n'arrive pas du tout à passer au-delà de ça, c'est qu'il y a peut-être un problème plus profond sur lequel il faut travailler. Malheureusement, c'est ce que tout le monde pense. Peux-tu nous redonner le nom pour les to-do list Trello? Treloo. LLO. Il faut savoir dire non, sinon on risque de faire des choses qui sortent de notre champ de compétences. Oui, c'est ça. Savoir dire non, c'est tout à fait ça. Et pourtant, les collaborateurs se demandent ce que font les RH en pensant qu'on tourne les pouces. C'est justement parce qu'en fait, on est beaucoup trop dans le secret. Au final, on n'explique pas ce qu'on fait, les gens savent pas. Les gens qui sont pas RH, j'ai l'impression qu'ils se pensent qu'on recrute et qu'on vire des gens à tour de bras toute la journée. Mais aussi, c'est parce que nous, on n'en parle pas, parce que justement, on a ce manque de confiance, on se dit alors on va m'attendre au tournant, est-ce que ça va pas se retourner contre moi, est-ce qu'on va pas utiliser ça contre moi, et au final, on s'enferme un peu dans notre propre secret. Et c'est dommage parce que ça serait hyper intéressant pour les gens de connaître un peu plus ce qu'on fait et ce que les RH font de leur journée, quoi. Ok, donc Trello, ouais, je vous l'ai trop dit. Je pense que les RH ne savent pas bien mettre en avant leur offre de service à l'entreprise et du coup, on ne sait pas ce qu'on fait et on croit qu'on ne fait rien d'utile. Ouais, et c'est aussi lié au fait qu'on soit des femmes. Hein. C'est parce que les femmes, on leur a pas appris tellement à se vendre, on nous a pas tellement éduqués à se mettre en avant, à être dans une certaine forme, pas de compétition, mais de mise en avant, mais en fait, on a tellement peur de paraître prétentieuse, de paraître vantarde, de vouloir donner, de vouloir faire son importance, qu'on est passé complètement du côté inverse. Et puis du coup, on est ah ouais, moi j'adore rendre service aux gens. Et puis au final, on se met jamais en avant. Et c'est dommage parce qu'en fait, la RH a un pouvoir incroyable dans l'entreprise. Hein. On est la personne qui sait tout. On sait tout sur les collaborateurs. On sait tout. Bon, on sait tout. Vous comprenez. On sait pas tout, mais on sait quand même énormément de choses. Et au final, on n'utilise pas tellement ce pouvoir. On ne se dit pas tellement ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, je ne dis pas l'utiliser de manière négative, mais il y a plein de choses qu'on pourrait faire en tant qu'RH et puis qu'on ne s'autorise pas vraiment à le faire. Difficile quand on fait tout, y compris du travail qui n'a rien à voir avec les RH. Est-ce qu'il y a possibilité, du coup, d'enlever cette partie-là qui, si vous, ça ne vous correspond pas, de la déléguer à quelqu'un, de la mettre entre parenthèses ou même de l'externaliser, peut-être?
Complètement d'accord. Beaucoup de choses sont faites en sous-marin. La difficulté, c'est de faire du marketing de nos actions. Bon, bah, c'est ce qu'on disait. Réapprendre à se mettre en avant et à s'assumer, quoi. Assumer notre position de pouvoir. Les managers doivent aussi reprendre responsabilité. Oui, bah après aussi, tout le travail à ce niveau-là. Ouais. Beaucoup de personnes qui ne savent pas déléguer effectivement et qui sont par la suite débordées. Ouais, bah ça c'est une question de confiance. Hein. C'est apprendre à déléguer, c'est apprendre à faire confiance. Donner ses limites, c'est bien aussi. Ouais, c'est une bonne idée, ouais, de donner, dans n'importe quel domaine, donner ses limites. Planifier du temps pour soi et sans état d'âme, j'essaie de me l'appliquer et de bloquer mon agenda en indiquant RVMM, rendez-vous avec moi-même. Ouais, c'est super, rendez-vous avec moi-même. Ouais, c'est ça. J'avais un responsable qui écrivait une note pour chaque situation de changement. Et aïe, aïe, c'est terrible. Ouais, j'ai vu des RH qui imprimaient toutes leurs mails. Donc, bon, c'est tout ça. Chacun de nos lubies. On m'a dit qu'il fallait faire profil bas. Bah oui, moi j'ai répondu non. On m'a dit aussi, hein. J'ai répondu ouais, non, j'ai pas envie. non, c'est... Moi, j'ai pas envie d'être la RH qui fait profil bas. Moi, j'ai envie d'impacter le monde, j'ai envie de faire des grandes choses. Je veux dire, en entreprise, on a un potentiel de dingue. Moi, j'ai pas envie d'être la RH qui fait son petit truc dans son coin et personne n'a jamais vent de ce qu'elle fait alors qu'on a un tel potentiel. Ok. Du coup, ça fait une bonne transition vers la troisième partie. Ouais, je suis en valeur en même temps. Bon, ça va à peu près. Troisième partie, du coup, on s'est mis dans un bon état d'esprit, on est à fond, on sait quel grand objectif on veut servir, on connaît nos valeurs, on sait comment les mettre en place dans sa vie. On a éliminé l'inutile, on a récupéré du temps, on se sent plus sereine. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit maintenant, comment à long terme je voudrais agir pour impacter mon environnement, mon organisation, qu'elle soit une entreprise, une organisation publique, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs? Et puis, en fait, c'est hyper empouvoirant d'avoir des objectifs comme ça, d'avoir un but en fait dans son poste et pas de juste vivre journée par journée en se disant oh là là, quand on a un objectif, un grand objectif, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, on vit vraiment ça et c'est quelque chose qui permet vraiment de se lever le matin et on se dit mais je sais ce que je vais faire aujourd'hui, ça me porte. Alors oui, évidemment que c'est plus facile quand on a créé soi-même son entreprise et tout ça, mais RH, je trouve que c'est un poste qui se retrouve un petit peu dans cette possibilité-là, parce que c'est des postes qui sont polyvalents, qui sont souvent assez autonomes, avec une position où la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Donc on peut aussi en profiter, en quelque sorte. Hein. C'est aussi une position qui est pas mal, hein, de pas pouvoir être surveillé comme ça. Moi, j'ai toujours eu plus ou moins, enfin, je sais pas si c'est votre cas, pas forcément, mais moi, j'ai toujours eu plus ou moins des chefs qui comprenaient pas grand-chose au RH, et du coup, pour moi, j'aimais beaucoup les conseiller, même au niveau de ce qui était légal et tout ça, pour leur dire, non, ça, on peut pas le faire, ou ça, on peut mettre en place, leur parler de nouveaux concepts. Quand par exemple, ils connaissaient pas la gestion des compétences, moi, c'est des sujets qui me passionnent, je pourrais leur parler de ça, mettre en place des projets, je trouve ça génial. Et donc, c'est tout l'intérêt, en fait, de définir des objectifs à long terme, et de définir une stratégie pour les obtenir, pour les atteindre, en fait, même au sein de son poste salarié. Marie, si c'est pas indiscret, peux-tu nous dire ton âge? Je pense que notre génération Y se permet plus facilement de dire non. Oui, je suis de la génération Y, j'ai 26 ans. Et je pense pas que c'est une histoire de génération. Je veux dire, à ce moment-là, pour moi, c'est pas, si on se dit la génération Y ils vont dire non à tout et les autres générations pas du tout, ça sera peut-être plus difficile parce que les générations précédentes n'ont pas forcément eu cette culture là. Nous on a cette culture là de beaucoup plus mettre en avant les comment dire, c'est pas se permettre de dire non, c'est plutôt faire passer son équilibre personnel avant son poste, quoi. C'est ce que je disais souvent sur la sororité. Vous êtes plus importante que votre poste. Notre vie, elle est plus importante que notre poste, au final. C'est une entreprise, et dans le fond, c'est pas du vent, mais c'est un concept. Je veux dire, on met tellement d'importance dans notre travail, particulièrement RH. Hein, on met énormément d'importance, mais le plus important, c'est quand même nous, notre santé, notre psychologie, notre équilibre. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Et donc, du coup, déterminer ses objectifs à long terme. Et puis après, ce qui peut être intéressant, c'est de préparer un plan d'action pour les atteindre. Donc, ce qui peut être
ce qui peut être intéressant, c'est de définir ces objectifs, de définir toutes les tâches qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, et ensuite surtout de positionner des dates pour les atteindre, sinon on le fait jamais. Donc c'est ce que je me force à faire vraiment dans ma vie quotidienne, donc de me poser des dates pour avoir un suivi en fait de ce que je fais, et de temps en temps, tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'observe mon objectif, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai commencé à mettre en place le projet, qu'est-ce qui a fixé tel objectif, que ça va pas être revu forcément, ça peut être revu en cours de route, il n'y a pas de souci, faut s'accorder aussi un peu de souffle, quoi. C'est un plan d'objectif, mais c'est pas un plan obligatoire de choses qu'il faut absolument avoir réalisé pour être une bonne RH. Et donc voilà, puis donc après suivre son évolution, et puis surtout saluer ses victoires. C'est hyper empouvoirant en fait de noter ses victoires, les choses qu'on a réussi au fur et à mesure. Moi j'ai dans mon Trello, du coup, j'ai toute une partie où je note au fur et à mesure les petites victoires. Quand je fais aussi par exemple, je vous invite, quand par exemple vous avez reçu un mail gentil, un message gentil ou quelque chose qui vous a fait plaisir, de faire une capture d'écran et de le garder dans un petit dossier. C'est ce que je fais quand je reçois des petits messages des membres de la sororité, ou même avant, quand je recevais des petits mails sympas, je les gardais comme ça. Quand j'avais un coup de mou, j'allais les relire et ça me faisait du bien. Alors, qu'est-ce que... Je suis assez d'accord sur les objectifs, mais c'est compliqué parfois. Lors d'un entretien, on m'a posé la question de ce que j'aimerais réaliser dans l'entreprise de CC. C'est peut-être parce que Street, tu t'es pas autorisé forcément à... C'est vrai qu'il faut vraiment réussir à se mettre dans l'état d'esprit de si personne m'observait, si j'avais toute l'attitude pour faire tout ce que je veux d'entreprise, et vraiment pas se poser de limites. Tu prends un crayon, un papier, tu notes tout ce que tu aimerais faire, mais sans te dire ah bah non, ça je peux pas le faire parce que lui il voudra pas, parce que mon chef il est pas du tout branché là-dessus, peut-être parce que j'ai pas le temps, tout ça. Non, on note tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on réalisera tout, mais au moins, vous avez une vue d'ensemble de ce que vous aimeriez réaliser, puis après, vous pouvez définir des objectifs. Peut-être qu'il y a des choses que vous pourrez faire d'ici 3 mois, et puis il y a des choses que vous pourrez faire d'ici 1 an, ou 2 ans, ou même encore plus. Hein. C'est en fonction des objectifs que vous avez, quoi. Ok, alors il faut arrêter de parler de l'âge et des personnes vieilles tout étant jeunes, et l'inverse, ça dépend de l'état d'esprit. Ouais, c'est ça, tout à fait, je suis d'accord. Notre génération voit les choses différemment, mais ça peut être mal vu parfois. Alors ça veut pas dire qu'on est des bosseurs. Ça ne veut pas... Alors je n'ai pas compris. Marie, si je comprends pas le commentaire. Notre génération voit les choses différemment, mais ça peut être mal vu. Alors je sais pas de quelle génération tu parles. La génération Y. Ça veut pas dire qu'on n'est pas des bosseurs, peut-être. Peut-être qu'il manque un pas. Oui, bah non, on n'est pas. De toute façon, en termes de génération, il faut arrêter avec les clichés sur la génération. Je veux dire, c'est assez le cerveau, mais les gens dans des cases comme ça, c'est quelque chose qui est assez instinctif, assez humain. Mais c'est un peu facile comme raisonnement en fait, parce que il y a des gens qui vont avoir. Parce que en fait, du coup, la vie devient hyper facile. Quelqu'un a 50 ans, donc on lui parle comme ça, et c'est bon, on obtient tout ce qu'on veut de lui. Quelqu'un a 20 ans, donc on lui parle comme ça, et hop, on obtient ce qu'on veut directement, alors que non, pas du tout. C'est beaucoup plus intéressant, je pense que vous serez d'accord avec moi, de s'intéresser à la psychologie de la personne, vraiment la connaître, comprendre ce qui la motive au quotidien, et avant... Et du coup, en fait, tout ça là aussi que vous faites, que vous pouvez faire sur comprendre quels sont vos objectifs, mieux vous connaître, mettre en place, définir vos valeurs, les mettre en place, ça vous aidera aussi dans votre travail à accompagner les collaborateurs, notamment sur tout ce qui est gestion de carrière, de compétences, ou même au-delà, même dans tous vos rapports avec vos salariés. Parce que vous aurez fait ce travail-là vous-même, et du coup, vous aurez ce recul nécessaire pour pouvoir conseiller les autres, pour leur permettre de le faire à leur tour. Donc en plus, c'est intéressant au niveau professionnel. Je pense pas que ce soit en lien avec l'âge, mais plus une question de confiance en soi et de personne, force de caractère. Ouais. Dans mon cas, c'est plutôt le complexe de la reconvertie. Alors, je m'y connais pas du tout, mais je pense que ce serait intéressant de s'intéresser vraiment au cas des personnes qui sont reconverties. J'en vois de plus en plus de gens qui me contactent pour avoir des infos sur les RH parce qu'ils sont en conversion. Ça pourrait être hyper intéressant de s'intéresser à ce cas particulier-là. Bonsoir, merci pour cette intervention. Je suis aussi à la recherche d'un poste en tant que chargé RH. J'ai déjà l'expérience. Je trouve malheureusement que trouver un emploi en tant que généraliste devient difficile. Est-ce le cas pour toutes les personnes qui recherchent un poste en tant que généraliste ?
C'est un peu plus bouché, un généraliste, ouais, mais ça doit dépendre des régions, je sais pas, c'était pas... Si quelqu'un a une idée, vous pouvez vous répondre dans le chat. Bon, je vous laisse du coup discuter dans le chat parce que ça dérive un peu du sujet. Donc, je voulais, avant qu'on se quitte, je voulais vous parler du coup de ce dont je vous avais parlé au début. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous voudriez, si ça vous fait, si vous allume des petites ampoules dans la tête. Parce que moi, ce que je vous propose aussi, et c'est aussi tout l'intérêt aussi de cette intervention ce soir, c'est de vous proposer d'aller plus loin parce que du coup, j'ouvre officiellement ce qui s'appelle le club de la sororité RH. Donc, ça va être un réseau qui va être un peu un réseau de membres premium qui vont pouvoir vraiment étudier donc ces outils-là, pouvoir apprendre ensemble, en communauté un peu beaucoup plus soudée que ce qu'on peut voir dans le groupe privé qui est quand même qui reste encore assez superficiel. Moi, j'aimerais pouvoir, avec les personnes qui sont vraiment intéressées par ce sujet-là, pouvoir aller encore plus loin. Et donc, c'est pour ça que je mets en place ce réseau-là. Du coup, le club de la sororité RH, donc, c'est pouvoir mettre en action tout ce qu'on a évoqué ce soir et même plus encore. Par exemple, on parlait de définir les valeurs. Je peux expliquer comment définir ces valeurs, comment les mettre en place vraiment dans son quotidien et mettre en place ensemble un plan d'action pour aller plus loin sur comment définir ses objectifs, comment mettre en place un plan d'action et tout ça, parce que là, en 1 heure, bon, on n'a pas trop le temps de s'étendre sur le sujet, mais en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas du coup à écouter ce qui va suivre. Et donc, l'idée, en fait, c'est de créer un réseau de femmes qui veulent aller plus loin sur ces sujets-là, qui sont vraiment passionnées par ces sujets-là, qui sont intéressées donc par les liens entre RH, développement perso, qui veulent qui veulent mettre en place un vrai plan d'action, en fait, pour reprendre le contrôle de leur poste. Puisque là, du coup, je vous ai donné un peu des petites billes, des petits débuts de réflexion, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, ça me passionne d'aller vraiment plus loin que ça. Et donc, je continue à apprendre tous les jours et on peut vraiment aller plus loin que ça. Et donc, comment ça marche en pratique? L'idée, donc, c'est j'ai ouvert un serveur sur Discord, donc c'est un chat qui est, à la base, c'est pour les gamers, mais c'est quelque chose qui est vraiment très pratique parce qu'en fait, on peut laisser des messages écrits et vocaux. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement sécurisé et qui est complètement anonyme surtout parce que ce que j'ai observé des fois qui peut être un peu plus compliqué sur le groupe privé, c'est que les noms apparaissent et donc on se dit, ah, peut-être que, même s'il n'y a aucun danger, hein, parce que c'est un groupe privé, mais ça peut être un peu délicat des fois de voir son nom qui apparaît. Donc, si c'est quelque chose qui vous bloque pour participer plus souvent, là, du coup, le problème est résolu parce que c'est totalement anonyme. Et donc, voilà, donc ce serveur-là, ça vous permettra d'être en contact les unes avec les autres au moment que vous voulez, parce que ça peut être une appli sur le téléphone et sur l'ordinateur. Et moi, je serai là aussi au quotidien pour vous donner des pistes de réflexion, des axes de l'inspiration, des nouvelles idées, des questions à se poser, peut-être pour inspirer un peu plus la réflexion, un peu plus de profondeur. Et puis surtout, il y aura un thème par mois. Qu'on pourra approfondir beaucoup plus que ce qu'on a fait ce soir. Donc, le premier thème, ce sera retrouver son pourquoi. Pourquoi je suis RH, quelles sont les valeurs que je veux mettre en place dans ma vie de RH, pourquoi je suis là en fait. Et donc pour ce faire, je vous proposerai donc à celles qui s'inscrivent un cahier d'exercices et un cahier d'exercices et puis avec des petits challenges, avec une petite étape par jour pour arriver à la fin du mois à quelque chose qu'on peut retracer, un petit défi par jour. Pour avancer sur ces sujets-là. Et en fin de mois, je vous proposerai un live où on pourra se retrouver tous ensemble et évoquer un peu ce qu'on aura vu au cours du mois, parler de ces difficultés, de ces solutions, de se donner les astuces entre nous, entre vous en l'occurrence, pour avancer sur ces sujets-là. Et du coup, voilà. Donc, ce club démarre le 4 mai. Donc là, on est le 1er avril, donc là, pendant le mois d'avril, je vais continuer à en parler sur les réseaux, tout ça, je vous en parlerai aussi plus en profondeur pour vous, si jamais il y a des questions. N'hésitez pas, du coup, s'il y a des questions sur le club, posez-les dans le chat, comme ça, sur les dernières minutes, on pourra en parler. Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent? Est-ce que... C'est quoi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et donc, démarrage le 4 mai, donc un premier live d'accueil des membres le 30 avril, et le club coûte 29 € par mois.
Donc voilà, donc pour 29 € par mois, la connexion au serveur Discord, peu importe quand, puisqu'il est accessible partout, et sur le téléphone, sur l'ordi, donc peu importe quand. Le cahier d'exercices et de challenge que je vous envoie par mail en début de mois. Et à la fin du mois, un live récap pour remettre en place tout ça et puis se raconter un peu comment s'est passé le mois et avancer petit à petit, un thème par mois, et on avance comme ça tous ensemble. Et c'est vraiment l'occasion d'être ultra soudés, en fait. Moi, je veux vraiment, ce qui me passionne là-dedans, c'est vraiment créer une communauté de RH ultra soudée qui vraiment s'accompagnent ensemble, alors qu'elles sont pas physiquement ensemble, parce que souvent, les RH, on est quand même assez isolés. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pas mal pas souffert, parce que c'était quand même un choix. Donc, mais je me disais, j'aimerais bien parler à une autre RH de comment, à lui, son quotidien, comment elle a fait exactement pour ce problème-là, mais pas tant pour les problèmes techniques, parce que là, on peut toujours s'en sortir. On peut appeler la CPM, on peut on peut regarder la convention collective, mais plus quelqu'un qui comprenait les problèmes que je vivais et qui aurait pu me donner sa vision des choses, et j'aurais pu me dire, si elle voit les choses comme ça, peut-être que moi je peux améliorer et changer un petit peu ma vision aussi. Et du coup, moi, ça m'aurait bien, quand j'étais encore salariée, c'est quelque chose qui m'aurait bien aidé, en fait, d'avoir un réseau comme ça. Du coup, bon, j'espère que ça vous intéresse. Du coup, alors, qu'est-ce que vous m'avez dit pendant que je parlais? Je me rends compte maintenant de ce que tu dis, ça m'a remotivée. Super, Julie, je suis super contente. J'aime assez le dernier point qui mériterait d'être détaillé: comment impacter son environnement et s'épanouir dans son poste. Pourquoi pas faire quelque chose de plus détaillé là-dessus. Je sais pas trop quoi, un article, un autre live, j'en sais rien. C'est un peu rassurant d'avoir vos retours, on se sent moins seul et on se rend surtout compte que ça touche beaucoup plus de consorts que ça en a l'air. Oui, du coup, celles qui peuvent pas trop rester et qui veulent voir comment la page du club, du coup, j'ai créé un onglet qui doit normalement être à jour sur la page sororitrh.com. Donc vous pouvez aller voir, il y a le lien pour s'inscrire. Et donc, voilà, vous avez le récap de tout ce que je viens de dire sur le club, sur le site sororitrh.com. C'est important si on avance au retour, on se sent moins seul et surtout, on se rend compte que ça touche beaucoup plus de consorts que ça en a l'air. Ouais, vraiment. Et je pense même que ça touche. Je veux dire, je pense même que le sujet va s'étendre petit à petit, que là, on n'est qu'au début de quelque chose. Je trouve ça génial, ce webinaire est inspirant. Merci beaucoup, Astrid. Je suis intéressée, Marie, super. Julie, donc 2 Julie intéressées. Marie-Ève, je suis intéressée. Astrid, très bonne idée ce club, merci Melinda. Sonia, le club est un concept très intéressant, c'est une très bonne idée. Peut-être faire un webinaire sur le développement personnel en relation avec votre vie professionnelle. Pourquoi pas, je conserve l'idée. Webinaire et échange très intéressant, merci pour ce moment, bonne soirée à toutes et bonne motivation. Merci Noémie, bonne soirée. Peut-on choisir un abonnement sur un thème précis ou faut-il prévoir un engagement pour maintenir cette solidarité sororité RH? L'abonnement, il est résiliable à tout moment. Après, l'idée, non, c'est plutôt que c'est une continuité, en fait. C'est peut-être que le premier sujet t'intéresse pas, c'est ça que je comprends. L'idée, c'est plutôt une continuité, en fait. Le premier thème, la retrouver son pourquoi, c'est pas par hasard que je l'ai mis au début du webinaire, c'est parce que pour moi, c'est la base de tout. Et après, en fait, l'intérêt, c'est de rester, alors pas rester 10 ans, mais rester un petit moment pour continuer à développer les sujets et tout ça. Mais après, bon, s'il y a vraiment des gens qui me disent qu'il y a un sujet qui les intéresse particulièrement, peut-être que je créerai des produits dédiés à ce thème-là, à voir. Le lien pour s'inscrire ne fonctionne pas. Ah bon? Merci pour cette intervention à laquelle je webinaire reboost. Ton témoignage et les échanges sont enrichissants, merci. Le lien pour s'inscrire ne fonctionne pas. Écoute, Astrid, envoie-moi un mail à sororitrh@gmail.com si tu es intéressé. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai mis ça en place il y a quelques jours, mais c'est vrai que comme j'avais encore eu personne qui s'est inscrit, forcément, j'espère que ça va. J'espère qu'on va pouvoir résoudre ça. Envoie-moi un mail. Et on va voir ça. Est-ce que vous aviez du coup des questions par rapport à soit au club, soit par rapport à ce qu'on a évoqué ce soir? Non, le thème m'intéresse, mais avec ma reprise d'études, en plus de mon poste, j'ai peur de ne pas pouvoir m'engager à 100% chaque mois. Après, c'est à voir, mais je pense pas que ce soit non plus quelque chose qui prenne 15 heures par jour, quoi. C'est à voir en fonction. Si vraiment tu penses que tu vas être ultra chargé, peut-être que je te laisse voir ça. Oui, je me sens moins seule avec mes questions. Il me reste à trouver un autre poste. Bon courage, Muriel.
J'essaie sur le PPT, je me suis peut-être trompée. Ah, il n'y a pas de lien sur le... Ah non, c'est moi, j'ai oublié de mettre le lien. Non, Astrid, va sur sororitéRH.com et tu as un onglet qui s'appelle Le Club. Alors ça, normalement, c'est bon. Oui, non, c'est moi. Sur le PowerPoint, je voulais ajouter un accès direct et je ne l'ai pas fait, je suis désolée. J'ai oublié de l'insérer juste avant de vous envoyer le mail tout à l'heure. Mais c'est dispo sur le site. Je vous envoie par mail tout à l'heure quand on aura accroché, je vous envoie le lien vers cette page-là. Bon, ben écoutez, si c'est clair pour vous jusque-là, bon après vous voyez, c'est le début d'une réflexion, hein, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais j'espère en tout cas que ça vous a intéressé de parler de ces sujets dont on a si peu l'occasion de parler en RH. Et puis bon, on aura l'occasion de parler, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à nous rejoindre dans le groupe privé ou sur le compte Instagram ou à vous abonner au blog. Et puis, votre analytique sur le blog était top, c'est pour ça que je me suis inscrite. Bah super, merci Nadia. Et puis merci beaucoup à vous pour être passé ce moment. Et puis je vous dis à la prochaine, soit sur les réseaux, soit sur le blog, soit dans un autre webinaire. Passez une très bonne soirée. Au revoir.